Salutations tête de nage, je suis le chef et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review hebdomadaire de Shingeki no Kyojin, Shingeki no Kyojin, les géants tout nus qui mangent les gens, même si c'est pas vraiment le sujet, mais que ça l'est un petit peu quand même. Aujourd'hui on va parler de l'épisode 21 de la saison 4 partie 2. Voilà, épisode encore une fois absolument masterclass de bout en bout, un putain de 21 sur 20. C'était vraiment un épisode très stylé qui lève le voile sur l'un des plus grands secrets, l'un des plus grands mystères de l'animé. Je parle bien sûr de l'origine des pouvoirs du Titan, ou en tout cas comment le peuple d'Ymir a obtenu le pouvoir des Titans, ainsi que le début, le lancement du grand terrassement. Mais on va y revenir. Avant ça, tu t'abonnes, tu balances un pouce bleu, un petit commentaire, référencement, tout ça, et tu mets dans les commentaires, tu mets Giga Masterclass en commentaire. Mais bien sûr, mais oui. Globalement, comme je le disais, l'épisode est vraiment très bon, et il dénote pas mal avec l'ambiance et le rythme de ce début de saison qui était jusque-là plutôt nerveuse. Là on a un épisode moins dense, moins touffu, où on prend plus le temps de poser une ambiance un peu ésotérique, un peu dérangeante. J'ai l'impression que cette fois Mappa a cherché à gérer le rythme de l'épisode pour faire en sorte de terminer sur une scène précise, propice à générer de l'attente et de la frustration. Et c'est plutôt cool! C'est sans doute cette volonté de gérer le rythme au mieux qui explique qu'on ouvre l'épisode sur une scène qu'on avait déjà vue à l'épisode d'avant. Celle où Grisha revoit Sig, même si juste avant on nous montre Grisha massacrer les Fritz, scène qui avait été ellipsée jusque-là dans l'épisode précédent. On enchaîne ensuite sur la confrontation entre Sig et Eren. Sig comprend qu'Eren est le mastermind, l'instigateur de tout ce bordel, qui a manipulé Grisha depuis le début pour arriver à ses fins. La mise en scène est intéressante, Sig au sol à moitié nu, totalement dominé par Eren malgré le fait qu'ils sont enchaînés. La symbolique de la chaîne est intéressante. Peut-être que nous montrer un Eren dominant et enchaîné renforce l'idée qu'Eren est plus lié à ce lieu, plus lié à l'axe que Sig. Ce seraient les chaînes du destin ou de la fatalité. Ça montre aussi que c'est Sig qui a enchaîné Eren, et que c'est lui qui a scellé ce destin en l'emmenant voir les souvenirs de leur père. Et quand Eren s'arrache le pouce pour se libérer et aller stopper Ymir, Sig reste regarder le morceau de main d'Eren coincé dans la chaîne. Ça renforce l'idée que quelque part, Eren est toujours attaché. Ça fait réfléchir. Ouais. Ensuite, nous avons un petit flashback mettant en scène Historia qui discute avec sa grande sœur Frida tout en lisant un livre qui raconte a priori l'histoire d'Ymir. Alors ce petit flashback dans lequel Frida et Historia lisent un livre sur Ymir, et Frida qui dit à sa sœur « Ouais, il faut bien se comporter, comporte-toi comme une fille bien, sois comme Ymir », peut sembler un petit peu random, mais il n'en est rien. Là, on parle très clairement de conditionnement, de propagande, de manipulation des esprits et de l'histoire. Nous avons Frida, héritière de l'originel, qui, a priori, connaît la vraie vérité, et qui ment à la petite Historia. Historia ? Histoire ? Ouais, t'as compris. Pour dépeindre Ymir comme une petite fille qui se comportait bien, et non comme une victime innocente de la cruauté des hommes. Ce qui nous a été très clairement montré dans la suite de l'épisode. En effet, nous voyons Ymir réduite en esclavage se faire a priori injustement dénoncer et punir par le reste des esclaves, et le roi Fritz. Les esclaves l'accusent en la montrant du doigt, et que fait Ymir ? Elle cherche à se défendre ? Non. Elle se comporte comme une bonne petite fille et accepte de payer pour épargner aux autres esclaves la punition collective. Ce qui fait écho à ces descendants de l'île de Paradis qui ont dû accepter de vivre reclus du monde privés de leur histoire, qui ont été sacrifiés pour que le reste du monde puisse vivre. On peut même partir dans un délire carrément biblique. Ymir se fait chasser cruellement par les hommes du roi et est sur le point de mourir. Quand elle tombe dans la souche d'arbre, puis dans l'étang et qu'elle rentre en contact avec l'étrange entité qui la change en titan, Ymir meurt pour racheter la liberté des esclaves et renaît en tant que déesse. C'est christique. Ah, je t'avais dit que j'allais partir dans des délires bibliques, mais ça marche, oui. On va s'arrêter 2 secondes sur cette fameuse créature qui confère à Ymir ses pouvoirs. Je pense personnellement que si Isayama avait voulu nous en dire plus sur cette créature, il l'aurait fait. Il est parfaitement inutile de chercher à définir son origine ou sa nature, d'une part parce qu'on ne serait plus vraiment dans un registre fantastique, mais plus dans le domaine de la science-fiction, et surtout, il est important pour le propos de l'œuvre de conserver une part d'inconnu et de mystère, mais on sera certainement appelé à en reparler de cette bestiole. Ensuite, nous avons toute une séquence très cool qui nous raconte l'ascension d'Eldia, du roi Fritz et de comment Ymir a utilisé ses pouvoirs pour permettre tout ça.
La séquence est vraiment chouette et a une dimension un peu plus épique que dans le manga, et surtout la musique est vraiment classe. Si on ne fait pas trop attention, on a presque l'impression qu'Ymir a gagné en liberté et en respect. Mais si on fait un peu plus gaffe aux détails, on se rend compte qu'il n'en est rien. Si on regarde la tenue d'Ymir et le fait qu'elle ne trône jamais avec le roi Fritz, on constate qu'elle est toujours esclave. Elle porte la même tenue que les esclaves qui abritent Fritz la scène juste avant. Elle a beau être devenue une déesse, elle n'est pas libre pour autant. Elle continue de porter le poids des péchés de son peuple et de Fritz. Vient le moment sans doute le plus énigmatique de l'épisode, le moment où elle se sacrifie pour sauver la vie de Fritz qui venait d'être victime d'une tentative d'assassinat. Énigmatique pour deux raisons. La première, pourquoi elle veut sauver ce fumier, et la seconde, comment ça se fait qu'elle meurt au lieu de se régénérer. L'hypothèse la plus probable, c'est que pour une raison X ou Y, Ymir a choisi de mourir. Est-ce qu'elle en avait marre de sa vie? Est-ce qu'elle ne voulait plus buter des gens? Le mystère reste entier. Enfin, pour ceux qui n'ont pas lu le manga. La réponse va vous étonner. Ensuite, on a Fritz qui oblige ses trois filles à faire un mukbang avec le reste de leur mère. Et franchement, c'était déjà glauque comme histoire, mais là, ça devient carrément monstrueux. Il leur fait bouffer la daronne crue. Un petit passage à la poêle et une petite sauce échalote pour accompagner, est-ce que c'est trop demandé? On n'est pas des bêtes. Oui. N'empêche, le Fritz, il a du pif, parce que comment il aurait pu deviner qu'en faisant bouffer la daronne à ses enfants, ça allait leur transmettre le pouvoir des titans? Là, il a fait un putain de pari, le gars. Il avait aucun moyen de le savoir, en vrai. Balèze. Plus sérieusement, nous avons enfin l'explication d'une scène de landing de la saison 2, dans laquelle on voit en fait une grande partie de l'histoire d'Eldia, avec en prime une fresque qui dépeint le moment où les trois filles de Fritz mangent leur mère. Et en plus, on voit l'âme d'Ymir atteindre l'axe pour la première fois, avec un détail très discret mais important. L'axe n'a que 3 branches, une branche par fille, puis plus tard des millions de branches, une pour chaque Eldien descendant d'Ymir. Ça veut dire que les 3 filles du roi Fritz, elles ont dû énormément ken, pour que 2000 ans plus tard, absolument tous les gens de leur peuple aient un peu de leur gène. C'est comme si moi j'avais des gènes de Clovis. Y a peu de chances que ça arrive, en vrai. Oui. Puis on nous montre que même dans la mort, Ymir continue d'être une esclave qui bâtit chaque titan seul, à la main, pendant l'éternité. Nous revoilà dans le présent, et Eren parvient à convaincre Ymir de se libérer en lui disant des mots qu'elle n'avait sans doute jamais entendus. Eren a fait ce que personne n'avait fait avant lui. Il n'a pas considéré Ymir comme une esclave ou comme un outil à son service. Il l'a considéré comme une personne, comme un être humain, qui a tous les droits de se révolter, qui a tous les droits d'être en colère, et qui a surtout tous les droits de réclamer sa liberté. Et soudain, les yeux d'Ymir, qui jusqu'ici étaient masqués, qui semblaient désincarnés, deviennent visibles et éclatants. Un éclat de haine et de ressentiment peut-être, mais un éclat avant tout humain. Et quand on prend un peu de recul sur ce qu'on apprend dans cet épisode, on comprend qu'Ymir soit plus enclin à écouter Eren que Sig. Si on regarde bien, Ymir n'a fait que se sacrifier pour le bien de son peuple depuis ces 2000 ans. On peut donc tout à fait imaginer que le bien de son peuple est ce qui la motive en grande partie. Sig lui propose de tuer ce peuple en douceur pour préserver le monde, ce qui réduirait à néant tous les sacrifices d'Ymir qu'elle a fait jusqu'ici. Alors que de son côté, Eren propose de mettre fin à son calvaire, à son labeur, en assurant définitivement le futur des Eldiens, en déclenchant le grand terrassement et en éliminant tout le reste de l'humanité. Eren lui propose de la libérer en accomplissant dans le même temps ce qui est sans doute son rêve le plus cher. Et enfin, l'épisode se termine sur le déclenchement du grand terrassement. Scène très attendue des lecteurs du manga, parce que dans le manga, le début du grand terrassement est incroyable. Et au vu de ce qu'on a dans cet épisode, il ne fait aucun doute que les 2 ou 3 prochains épisodes vont nous traumatiser comme jamais un animé nous a traumatisés. Franchement, la mise en scène, la musique, les bruitages, il y a vraiment un air de fin du monde qui fout des frissons. Et la symbolique est incroyable. Souvenez-vous, nous avons commencé l'animé avec un Eren qui rêvait de passer au-delà des murs et de se débarrasser des titans, qui finit par détruire les murs aux commandes de ces mêmes titans. C'est balèze. Et il y a aussi le moment où Eren s'adresse à tous les Eldiens à travers l'axe, moment où il révèle ses véritables intentions, bien plus terribles que Sig ou Armin auraient pu l'imaginer. Il le dit haut et fort pour la première fois, Eren veut anéantir l'humanité. Il devient officiellement le grand méchant de cette histoire. Et nous ne sommes pas prêts.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo t'a plu, comme d'habitude, je te laisse le soin de mettre un pouce bleu, un petit commentaire, de t'abonner, et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle review de la passion. D'ailleurs, dis-moi ce que t'en penses un peu de cette nouvelle formule, si ça te plaît, si tu préfères que je retourne en freestyle comme avant. Tu me dis, je t'écoute, on verra bien. Oui. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais?